Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureuse de vous retrouver pour une spéciale Halloween. Si vous pensiez que j'attendais ce moment depuis un an, eh bien vous avez raison, j'attends ce moment depuis un an, je suis trop contente, j'ai trop hâte. J'ai plein d'histoires à vous partager et justement le format d'aujourd'hui va être un petit peu différent. On va donc se retrouver chaque dimanche du mois d'octobre avec une vidéo qui ne comptera pas une, mais bien 3 histoires. Et oui, petit chanceux, 3 histoires rien que pour vous concoctées par mes soins. Le thème que j'ai choisi ce mois-ci se trouve être les faits divers réels qui se cachent derrière certains grands films. Mais je n'en dirai pas plus. Si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir de regarder cette vidéo. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Gordon Stewart Northcott, né le 9 novembre 1906 à Bladworth dans la province canadienne du Saskatchewan. Il grandit cependant en Colombie-Britannique aux côtés de ses parents, son père Sirius George et sa mère Sarah Louise. En 1924, la petite famille déménage à Los Angeles et plus précisément dans la ville de Wineville. Gordon est alors âgé de 18 ans. La raison de ce déménagement se trouve être le comportement de Gordon qui était absolument insupportable. Il était apparemment très violent, avait des excès de colère et avait eu des problèmes dans tous les jobs où il avait été embauché. La famille pensait donc que changer d'air pourrait peut-être lui faire du bien. C'est en 1926 que Gordon achète une parcelle de terrain sur laquelle il fait construire un ranch où il compte vivre, mais où il compte aussi élever des poulets. Son père va lui donner un coup de main durant la construction du ranch, mais pas que. Son neveu Stanford Clark va lui aussi l'aider. À ce moment-là, Stanford a 13 ans et il vient directement du Canada pour pouvoir passer un petit peu de temps avec son oncle, l'aider notamment dans la construction de son ranch et en profiter pour découvrir un peu la ville de Los Angeles et les États-Unis. Il faut savoir qu'il ne possédait aucun visa lui permettant de vivre sur le territoire américain. Il était donc là en toute illégalité, mais sa famille pensait que c'était une très bonne expérience pour lui et que le risque en valait la peine. Une fois la construction du ranch terminée, il vivait donc sur place aux côtés de son cousin Gordon et de Sarah Louise, la mère de ce dernier et donc la tante de Stanford. Au fil du temps, les voisins de Gordon commencèrent à réaliser qu'il se passait de drôles de choses derrière les portes du ranch. Tout d'abord, ils entendaient des cris s'en échapper assez régulièrement et la relation entre Gordon et son neveu était apparemment très étrange. 2 ans plus tard, en 1928, la sœur de Stanford, n'ayant aucune nouvelle du jeune garçon, décide de prendre un billet d'avion pour se rendre elle-même à Los Angeles, pour aller voir un petit peu comment se passe la vie pour son frère sur place, et par la même occasion revoir son cousin Gordon. Elle se rendra très vite compte qu'un climat extrêmement malsain règne sur le ranch. Elle essaie tant bien que mal de faire parler son petit frère pour qu'il lui avoue ce qui se passe derrière les murs de la bâtisse. Et à force de persuasion, il finit par lui avouer qu'il a été le témoin de plusieurs meurtres commis par Gordon et qu'il a peur d'être sa prochaine victime. Suite à ces aveux, elle contacte le consulat américain du Canada et leur demande de contacter la police américaine et de les envoyer immédiatement sur place. Ce qu'elle ne savait pas encore à ce moment-là, c'est que son petit frère se faisait abuser sexuellement par Gordon et qu'il se faisait battre à répétition chaque jour. Pire encore, Stanford ne l'avouera que quelques semaines plus tard, mais Gordon l'avait forcé à l'aider dans le meurtre d'un enfant. Le département de police de Los Angeles prend alors contact avec les services d'immigration américains qu'ils envoient directement au ranch. Et c'est le 31 août 1928 qu'ils y arrivèrent. Ils tombèrent immédiatement nez à nez avec Stanford, alors âgé à ce moment-là de 15 ans, mais aucune trace de Gordon. Gordon avait demandé à son cousin de mentir aux policiers et de nier en bloc toutes les accusations faites contre lui. Il insista sur le fait que si Stanford parlait et avouait quoi que ce soit,
il le retrouverait et il se vengerait. Vous imaginez bien que le petit Stanford était pétrifié de peur à l'idée que son cousin continue à s'en prendre à lui. Il attendit donc que Gordon soit assez loin, qu'il se soit enfui jusqu'au Canada avec sa mère, pour finalement tout avouer. Une fois sa déposition faite, il fut pris en charge par des spécialistes de la santé mentale dû au trauma qu'il avait vécu durant ces derniers mois. Il fut cependant amené au ranch de nouveau par la police de Los Angeles pour qu'il puisse leur montrer où les corps des victimes avaient été enterrés. Et effectivement, des os humains furent retrouvés aux endroits exacts pointés par Stanford, mais en trop petite quantité et trop abîmés pour pouvoir identifier le ou la victime. Gordon, qui n'était pas très bon pour se cacher, fut très vite repéré et ramené de force à Los Angeles, où il se vit questionné par la police. Il nia les accusations faites contre lui, mais heureusement que Stanford était là pour dénoncer la vérité. Gordon, avec l'aide de sa mère qui le couvrait, aurait tué en tout une 20aine de jeunes garçons. Et quand je dis jeunes, ce sont vraiment de très jeunes garçons car ils avaient pour la plupart entre 7 et 13 ans. Sa façon de procéder était d'attirer les jeunes enfants au ranch en leur promettant de l'argent contre leur aide durant la construction de ce dernier, suite à quoi il les violait ensuite pour la plupart avant de les abattre à l'aide d'un fusil ou à coups de hache. Il dissolvait ensuite leur chair avec de l'oxyde de calcium et jetait le restant de leurs os dans un désert se trouvant non loin de chez lui. Seul un corps fut retrouvé dans le désert à l'endroit désigné par Stanford. Il s'agissait d'un jeune garçon mexicain dont la tête avait été coupée et était manquante. Personne ne rapporta jamais la disparition du jeune garçon et il ne fut jamais identifié malheureusement. À ce jour encore, son identité est un mystère total. Et sachez que lorsqu'il ne tuait pas lui-même les enfants, il les revendait aux pédophiles du coin. Gordon, sous la pression, finit par avouer ses crimes et en confessa même plusieurs autres, incluant celui de 2 jeunes frères, Nelson et Lewis Winslow, âgés respectivement de 10 et 12 ans. Leur mère avait déjà déclaré leur disparition et ils étaient grandement recherchés, mais jusqu'à ce moment-là, personne n'avait aucune idée de ce qui leur était arrivé. Sarah Louise Northcott fut elle aussi accusée d'avoir, sous l'influence de son fils, ôté la vie d'un jeune garçon nommé Walter Collins. C'est Gordon lui-même qui déclara avoir vu sa mère tuer le jeune garçon à coups de hache après que ce dernier ait été détenu et battu au ranch durant une dizaine de jours. Il montra même de lui-même à la police l'endroit où les corps de Walter et des 2 frères Nelson et Lewis avaient été enterrés. Et effectivement, de petites tombes peu profondes avaient été creusées à cet endroit, mais aucun corps ne s'y trouvait. Seuls des effets personnels des enfants ainsi qu'une hache tachée de sang y furent retrouvés et quelques fragments de corps, notamment des os, des cheveux et des doigts. Sarah Louise fut alors condamnée à la vie en prison le 31 décembre 1928. Elle sera néanmoins libérée sous parole 12 ans plus tard, mais perdra la vie en 1944 de cause naturelle. Cependant, aucune trace du corps du petit Walter Collins ne fut jamais retrouvée. Et Christine Ida Collins, la mère de ce dernier, restait persuadée que son fils était toujours bien en vie et qu'elle finirait par le retrouver. Lorsque Walter disparut de son domicile le 10 mars 1928 et que la police se mit à sa recherche, il fut tout d'abord déclaré qu'il s'agissait très certainement d'un enlèvement par l'un des anciens détenus avec qui le père de Walter aurait passé du temps derrière les barreaux. Mais très vite, cette hypothèse semble perdre de sa fiabilité et les officiers se demandent s'ils seront un jour capables de résoudre le mystère de cette disparition. C'est alors qu'un jeune garçon dans l'Illinois contacte Christine et lui assure être son fils disparu. Christine le fait donc venir depuis l'Illinois jusqu'en Californie et dès les premiers instants passés entre elle et ce garçon, elle affirme qu'il ne s'agit aucunement de son fils disparu. Les retrouvailles entre Christine et son fils ayant été faites publiques et la police ne voulant pas gâcher ce happy ending, ils attestent que Christine est tout simplement en état de choc et qu'elle n'est pas capable de reconnaître son fils, mais qu'en passant un petit peu plus de temps avec lui, elle réaliserait effectivement qu'il s'agit bien de Walter. Elle est donc renvoyée un peu de force chez elle avec ce garçon, mais après quelques jours seulement, elle se retrouve de nouveau au poste de police complètement désespérée et demande aux officiers de renvoyer ce garçon d'où il vient car il n'est aucunement son fils.
Son comportement étant alors jugé comme dangereux pour elle-même et pour son fils, elle se fait interner de force dans un hôpital psychiatrique où elle continue de jurer qu'on lui a envoyé le mauvais garçon. Quelques jours plus tard, le jeune garçon avoua de lui-même ne pas être Walter Collins mais s'appeler Arthur Hutchence Jr. et avoir menti car il rêvait de venir en Californie et de rencontrer ses stars de cinéma préférées et qu'un homme dans l'Illinois lui aurait fait remarquer sa ressemblance avec l'enfant disparu et lui aurait donné l'idée de se faire passer pour lui pour pouvoir aller en Californie. Autant vous dire qu'après cette révélation, les Américains étaient fous furieux contre la police de Californie et le chef de la police de l'époque fut d'ailleurs jugé pour corruption. Christine est donc relâchée de l'hôpital psychiatrique bien évidemment, mais continuera de nier en bloc l'implication de Gordon et de sa mère dans la mort de son fils. Elle reste persuadée qu'il est toujours en vie et qu'elle finira par le retrouver, et ce jusqu'en 1964 lorsqu'elle perdit la vie à l'âge de 75 ans. Gordon fut lui condamné à mort en février 1929 et sera pendu le 2 octobre 1930 à la prison d'État de San Quentin alors qu'il avait 23 ans. Avant de mourir, il implora toutes les personnes présentes à son exécution de faire une dernière prière pour lui. Son cousin Sanford, malgré les traumas qu'il a vécus au ranch, fut accusé de complicité et condamné à 5 ans dans une maison de redressement, mais sera relâché après seulement 2 ans. Il aura ensuite une vie plutôt normale et pleine de succès. Il écrira même un livre qu'il appellera The Road Out of Hell, soit La route en dehors des enfers, où il raconte les événements auxquels il a assisté durant ces années aux côtés de son cousin. Cette affaire très médiatisée fut reprise notamment dans le célèbre film L'échange de Clint Eastwood, sorti en 2008 et où Angelina Jolie joue le rôle de Christine Collins. Mais cette affaire fait aussi une brève apparition dans la série American Horror Story lors d'un flashback dans la saison Hotel. C'est le 7 septembre 1947 que Graham Young voit le jour à Neasden, une petite ville non loin de Londres. Il grandit entouré de son père Frederick Young ainsi que de sa sœur aînée Winifred. Sa mère a elle perdu la vie alors que Graham n'était âgé que de 14 semaines des suites d'une pleurésie tuberculeuse. À la mort de cette dernière, Frédéric, se sentant incapable de prendre soin de sa famille par lui-même, décide d'envoyer Graham vivre chez son oncle et d'envoyer la petite Winifred vivre chez ses grands-parents. Malgré ces événements tragiques, Graham est décrit par son entourage comme étant un enfant très énergique et toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Il devient d'ailleurs très rapidement extrêmement proche et fusionnel avec son oncle et sa tante. Les années passent et Frédéric se remarie en 1950 à une autre jeune femme nommée, elle aussi Molly. Quelles étaient les chances! Ce mariage lui donna la confiance nécessaire pour qu'il ait envie à nouveau de s'occuper de ses enfants et de bâtir une famille. Il récupéra donc la garde de Graham et de Winifred. Ils se retrouvèrent donc à vivre sous le même toit tous les quatre, et autant dire que Graham n'était pas un très grand fan de sa nouvelle belle-mère. D'autant plus, il en voulait énormément à son père de l'avoir privé de la compagnie de son oncle et de sa tante. Au fur et à mesure que les mois passèrent, il devenait de plus en plus solitaire et renfermé sur lui-même, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que ses centres d'intérêt prirent une tournure plutôt sombre. Graham était fasciné par Hitler et les nazis, et s'intéressait de plus en plus au poison et à ses effets sur le corps humain. Il se fit d'ailleurs prendre à plusieurs reprises en train de voler les parfums et vernis de sa belle-mère pour en analyser le contenu. Il était aussi capable de citer tous les ingrédients présents dans les médicaments et leurs noms scientifiques, ainsi que les effets secondaires si ces derniers étaient pris en trop grande quantité. William Palmer, qui est connu pour avoir empoisonné un nombre incalculable de personnes au XIXe siècle, est d'ailleurs le grand héros de Graham. À l'âge de 12 ans, le petit Graham intègre une école de grammaire et entreprend à côté d'étudier la toxicologie, car oui, malheureusement, son attrait pour le poison ne l'a pas quitté en grandissant. Son père, voyant à quel point Graham est passionné, décide de le supporter dans cette passion et lui offre son premier kit de chimiste.
Vous savez, il s'agit là de ces petits jouets en plastique qui contiennent des fioles et tout le tralala et qui 99% du temps sont complètement inoffensifs. Du moins inoffensifs pour les enfants qui n'ont pas pour passion de créer du poison et de tuer des gens comme Graham. Il continua ses expérimentations en sniffant des bouteilles de vernis mais aussi de l'éther. Il fut d'ailleurs pris une fois à l'école avec un contenant d'acide sur lui. À l'école, justement, aussi bien les autres élèves que les professeurs avaient énormément de mal avec la personnalité de Graham. D'autres élèves ont d'ailleurs rapporté que Graham leur aurait proposé à plusieurs reprises de venir sniffer de l'éther avec lui. Comme mentionné précédemment, Graham et sa belle-mère n'avaient pas du tout la meilleure des relations. Bien au contraire. Graham se prenait même très souvent avec une poupée vaudou à la main et des aiguilles et prétendait qu'il s'agissait de sa belle-mère. Après que cette dernière lui ait confisqué une souris morte sur laquelle Graham avait utilisé des poisons, il aurait apparemment dessiné une pierre tombale où il aurait écrit son nom et lui aurait ensuite donné le dessin. Ça donne envie d'avoir des enfants tout ça. À l'âge de 14 ans, Graham se rendit dans un cabinet de chimie et grâce à ses connaissances très détaillées du sujet ainsi que son apparence qui le faisait paraître plus vieux qu'il ne l'est réellement, il fut capable de se procurer de l'antimoine. L'antimoine est un minéral présent dans certains cosmétiques et qui, utilisé d'une certaine façon, peut s'avérer être un très puissant poison. Il expliqua ce jour-là au chimiste avoir 17 ans et avoir besoin de ces poisons pour ses cours de chimie. Il se retrouva donc en possession d'une quantité de poison suffisante pour tuer 300 personnes. Et pour s'assurer de ne pas se faire prendre, il utilisa une fausse signature et signa M.E. Evans sur le papier de la réception du produit. Et c'est à ce moment-là que les choses prirent une tournure assez sombre. Graham n'avait pas beaucoup d'amis, certes, mais s'il y avait bien une personne avec laquelle il s'entendait, c'était Christopher Williams, l'un de ses petits camarades de cours de sciences et qui s'avérait en plus de ça être un voisin de Graham. Les deux enfants passaient beaucoup de temps ensemble et avaient commencé à partager leur déjeuner de plus en plus souvent. C'est à peu près à ce moment-là que Christopher développa des symptômes plutôt étranges, comme des séries de vomissements et des douleurs abdominales très intenses. Il fut emmené à l'hôpital et il fut découvert immédiatement que le jeune garçon avait ingéré une forte quantité de poison. Je vous laisse deviner d'où ce poison venait. Mais heureusement pour Christopher, Graham était très frustré de ne pas pouvoir voir de plus près les effets du poison sur le corps de son ami et décida donc d'arrêter de l'empoisonner et de passer à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se trouvait plus proche de lui et sur lequel il pouvait observer un petit peu plus les effets de ces mixtures. Christopher de son côté s'en est très bien sorti, il s'en est remis et a vécu une très belle vie, du moins je lui souhaite. Graham changea donc de cible et au début de l'année 1961, c'est la famille Young au complet qui souffrira de nombreux épisodes d'empoisonnement. Et autant vous dire que le père de famille savait très bien d'où venaient ces empoisonnements. Il lui demanda des explications, mais Graham nia avoir quoi que ce soit à voir là-dedans. D'ailleurs, Graham lui-même avait été malade à plusieurs reprises en même temps que sa famille, ce qui fit penser au père de famille que peut-être effectivement il n'était pas derrière tout ça. D'ailleurs, Graham n'avouera jamais réellement si, à ce moment-là, il était en train d'expérimenter sur la famille au complet, peut-être même lui-même pour pouvoir ressentir les effets du poison, ou si la famille était sujette à un empoisonnement extérieur et qu'il n'avait réellement rien à voir là-dedans. La même année cependant, la sœur aînée de Graham fut admise à l'hôpital pour empoisonnement au belladonna. Son frère lui aurait servi un thé le matin même, mais elle aurait jugé que le thé avait un goût étrange et n'en aurait pris qu'une seule gorgée. Cette gorgée suffit malheureusement à la rendre malade. Le belladonna que Graham a utilisé est une plante toxique si ingérée qui agit sur le système nerveux et peut causer de très fortes fièvres. Une fois de plus, Frédéric, le père de famille, sait que son fils est derrière tout cela, mais ne prend malheureusement aucune mesure nécessaire. C'est alors que Graham s'attaqua enfin à la personne qu'il visait depuis le début. En 1962, Molly commença à perdre ses cheveux, à perdre énormément de poids et à avoir des douleurs à peu près partout dans le corps. En quelques semaines seulement, l'état de Molly s'était très largement empiré. Et un jour, alors que Frédéric rentrait d'une sortie en ville, il surprit Graham regarder par la fenêtre de la cuisine d'un air très calme. Il fixait le jardin d'un air très sérieux
Et lorsque Frédéric s'approcha, il réalisa que ce que Graham regardait était Molly, se trouvant dans le jardin, étendue sur le sol en train de mourir. Elle fut emmenée immédiatement à l'hôpital mais perdra malheureusement la vie dans les heures qui suivirent. Sa mort fut déclarée comme étant un prolapsus d'un os de la colonne vertébrale et apparemment aucun examen toxicologique ne fut réalisé sur elle. Il fut découvert plus tard que Molly avait développé une tolérance à l'antimoine que Graham cachait dans sa nourriture et ses boissons. Il passa donc au niveau supérieur en utilisant du thallium, un poison encore plus puissant, et ce exactement 24 heures avant que Molly ne perde la vie. Lors des funérailles, un buffet fut servi et de nombreuses personnes expérimentèrent des nausées et vomissements, et ce quelques minutes seulement après avoir ingéré de la nourriture. Quelques mois plus tard, c'est Frédéric qui commençait à avoir des symptômes très forts et se vit admis à plusieurs reprises à l'hôpital. Les médecins découvrirent très rapidement qu'il souffrait d'un empoisonnement à l'antimoine. Ils savaient très bien que Graham était derrière cela, mais ne prit malgré tout aucune mesure. J'imagine que d'entendre cela vous fait rager autant que moi. C'est le professeur de chimie de Graham qui réagit le premier en appelant la police après avoir retrouvé un nombre incalculable de poisons cachés dans le bureau de ce dernier. Il fut alors sujet à une évaluation psychiatrique et après avoir avoué l'empoisonnement de son voisin et de sa belle-mère, il fut arrêté à l'âge de 14 ans. Il sera alors enfermé dans une prison pour jeunes délinquants pour un total de 15 ans et quelques semaines seulement après son arrivée, un des détenus perdra la vie d'un empoisonnement au cyanide. Graham avoua tout de suite être le responsable derrière cet empoisonnement et avoir utilisé des feuilles de laurier pour récolter du cyanide. Cependant, personne ne le prit au sérieux et la mort du prisonnier sera déclarée comme étant un suicide. Parfois, des petites quantités de poison seront retrouvées dans les boissons ingérées aussi bien par les prisonniers que par les gardes. C'est en 1970 que Graham quittera la prison et retrouvera la liberté après avoir été déclaré comme guéri de ses pulsions. Et ce, malgré le fait qu'il avait déclaré quelques heures avant de quitter la prison qu'il allait se venger en tuant une personne pour chaque année qu'il avait passé derrière les barreaux. Apparemment, ceci ne méritait pas d'être pris en compte. Bref, le voilà donc dehors à l'âge de 23 ans. Son père, ne voulant pas reprendre contact avec lui, la seule personne chez qui il pouvait trouver refuge se trouvait être Winifred, sa sœur, qui l'avait apparemment pardonné d'avoir tenté de l'empoisonner des années auparavant. Il se rendit ensuite dans la ville dans laquelle il avait grandi dans le but de créer la terreur en effrayant les personnes qui pourraient le reconnaître. Il voyagea ensuite jusqu'à Londres pour faire le plein de poison et très vite, énormément de personnes l'entourant commencèrent à souffrir de maux de tête, de vomissements et de douleurs abdominales. À commencer par le directeur d'un hôtel dans lequel Graham avait séjourné durant plusieurs semaines, puis un homme avec qui il semblait avoir lié une plutôt bonne amitié. L'homme en question finit d'ailleurs par se suicider des suites des douleurs terribles liées au poison. Graham se trouva ensuite un job en tant qu'assistant dans un laboratoire de photographie et même si ses collègues étaient au courant de son passage en prison, ils n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle il avait été envoyé derrière les barreaux. Mais malheureusement pour eux, ils allaient très vite le découvrir. Le manager de Graham ainsi que certains employés se mirent très rapidement à souffrir de nausées, de crampes abdominales et de vomissements. Bob Eagle fut le premier à perdre la vie des suites de son empoisonnement, suivi de près par un autre employé, Fred Biggs, âgé de 60 ans. Ce second décès inquiéta énormément les employés du magasin et le médecin de la compagnie déclara qu'il allait mettre des mesures en place pour assurer la sûreté des employés. Graham intervint alors et demanda au médecin la raison pour laquelle il n'avait pas envisagé qu'il s'agissait peut-être d'un empoisonnement au thallium, car ce dernier était grandement présent dans les studios de photographie. Cette déclaration inquiéta le médecin qui contacta la RH de la compagnie pour leur partager ses inquiétudes et ces derniers décidèrent d'appeler la police. Graham fut arrêté en novembre 1971 au domicile de son père à qui il rendait visite. Une très grande quantité de thallium fut retrouvée sur lui et il avoua immédiatement être le responsable pour les meurtres de Bob et de Fred. En juin de la même année, son procès eut lieu et il fut chargé de 2 chefs d'accusation pour meurtre, 2 autres pour tentative de meurtre et 2 autres encore pour empoisonnement. Ce à quoi notre cher Graham, qui se sentait plein de confiance, décida de plaider non coupable, certain de pouvoir s'en sortir indemne. Son procès attira une foule incroyable ainsi que l'attention de tous les médias et ceci ravissait Graham qui adorait avoir l'attention sur lui.
Il fut cependant reconnu coupable 10 jours plus tard et fut chargé à la prison à vie. Lorsqu'il se vit demander s'il ressentait le moindre remords pour les crimes qu'il avait commis, il répondit que la seule chose qu'il ressentait se trouvait être le manque d'âme à l'intérieur de lui-même. Et lorsqu'on lui demanda la raison pour laquelle il avait décidé d'empoisonner des personnes de sa famille ou des personnes qui étaient tout simplement très proches de lui, il répondit, et je cite, « Je pense que j'ai arrêté de les voir comme des personnes, en tout cas une partie de moi a cessé de les voir comme des personnes. Ils étaient simplement devenus des cochons d'Inde. » C'est en 1990, à l'âge de 42 ans, qu'il perdit la vie dans sa cellule de Parkhurst, l'une des prisons contenant les plus dangereux criminels des États-Unis. En 1995, un film portant le nom de Manuel d'un jeune empoisonneur sortit sur les grands écrans et eut un certain succès. Sachez qu'en 2005, une jeune fille de 16 ans fut arrêtée au Japon après avoir tenté d'empoisonner sa mère avec du thallium. Elle déclara être complètement fascinée par Graham Young et vouloir reproduire la même carrière que lui. En 1946, dans la ville de Texarkana, ville située à la frontière entre le Texas et l'Arkansas, un jeune garçon de 25 ans, Jimmy Wallis, et sa petite amie Marie-Jeanne Larrey, âgée de 19 ans, se rendent au cinéma. À la fin du film, ils prennent le chemin du retour et aux alentours de 23h45 s'arrêtent sur le bord d'une route déserte, route qui est communément appelée la route des amoureux à cause du grand nombre de couples qui s'y arrêtent pour faire ce qu'ils ont à faire. 10 minutes plus tard, à 11h55, un homme s'approche du couple. Il porte un masque blanc fait de tissu sur le visage qui ressemble à peu près à une tête d'oreiller et qui ne laisse entrevoir que ses yeux. Il pointe alors une lampe torche en direction du couple et ordonne à Jimmy de faire tout ce qu'il allait lui demander, sans quoi il perdrait la vie. L'homme leur ordonne à tous les deux de sortir du véhicule et demande à Jimmy de retirer son pantalon avant de le frapper très violemment sur le crâne à 2 reprises à l'aide d'un pistolet. Les coups étaient tellement puissants que le crâne de Jimmy se fractura et il perdit conscience sur le coup. L'homme se tourna alors vers Marie-Jeanne qui était absolument pétrifiée. Il lui demanda de se lever et de se mettre à courir. Elle obéit et coura tout droit en direction d'une voiture qui était garée non loin de là, en espérant pouvoir y trouver des renforts. Mais malheureusement, une fois au même niveau, elle se rendit compte que la voiture garée était complètement vide. L'agresseur qui la poursuivait arriva alors à son niveau et se jeta sur elle avant de la violer et de s'enfuir en courant. Marie-Jeanne se réfugia alors dans la maison la plus proche de là où elle se trouvait et contacta la police. De son côté, Jimmy, qui avait repris conscience, croisa la route d'un automobiliste à qui il demanda, lui aussi, de contacter les secours aussi vite que possible. L'homme se rendit jusqu'à un salon funéraire qui se trouvait non loin de là pour pouvoir contacter la police. Car oui, à l'époque, malheureusement, les téléphones portables n'existaient pas, ça pouvait donc parfois prendre très longtemps avant de pouvoir appeler les secours. En tout cas, la police arriva aussi vite que possible au chevet de Jimmy, là où l'attaque avait eu lieu. Ils collectèrent alors autant d'informations que possible pour pouvoir identifier l'attaquant, mais l'homme ayant déjà pris la suite et portant un masque, ils ne furent pas capables de faire quoi que ce soit de plus, malheureusement. Dû à son apparence fantomatique à cause du masque qu'il portait sur le visage, le tueur fut alors renommé le tueur fantôme dans les médias. Le 23 mars de la même année, soit presque un mois exactement après la première attaque, Richard Lanier Griffin, âgé de 29 ans, et sa petite amie Polly Ann Moore, âgée de 17 ans, étaient sortis tous les deux en soirée à Texarkana. Le lendemain matin, les parents de Polly se rendirent compte que leur fille n'était pas rentrée à la maison et contactèrent immédiatement la police. C'est alors qu'ils apprennent avec horreur que le corps de leur fille ainsi que celui de son petit ami viennent d'être retrouvés par un motard. Ils se trouvaient toujours à bord de la voiture de Richard qui était garée sur la route des amoureux et semblait avoir été agressé. Richard se trouvait entre les sièges avant et arrière de la voiture, la tête reposant sur ses bras croisés et les poches de son pantalon avaient été complètement retournées. Polly était-elle allongée sur le siège arrière et tous deux avaient été tués d'une balle en pleine tête. À l'extérieur de la voiture, à seulement quelques mètres de là, se trouvaient 2 grosses flaques de sang sur le sol, ce qui laisse à penser que ceci était l'endroit où ils avaient été tués et que leur corps avait été ensuite déplacé dans la voiture.
Une semaine plus tard, la police, n'ayant toujours aucune information sur l'identité du tueur, publia une offre de 50 000 $ à quiconque serait capable de les aider. Malheureusement, personne ne fut dans la capacité d'aider les enquêteurs à quoi que ce soit, et au lieu de ça, ils se retrouvèrent même avec une centaine de fausses pistes ne les menant à rien. Il ne prit malheureusement que quelques semaines avant qu'un nouveau meurtre ait lieu. C'est le 13 avril 1946 au soir que la jeune Betty Jo Booker part répéter avec son groupe de musique. Elle est saxophoniste et a pour habitude de se rendre chez ses amis une fois par semaine pour pratiquer avant de rentrer chez elle très tard dans la soirée. Ce soir-là, c'est son ami Paul Martin, âgé de 17 ans, qui passe la chercher aux alentours de 1h30 du matin pour la ramener chez elle. Les adolescents reprennent la route mais n'arriveront malheureusement jamais chez eux. 5 heures plus tard, leurs corps sont retrouvés au bord de la route. Paul avait été tué de 4 coups de balle. Une dans le torse, une dans le cou, une dans le nez et une dans la main. Le corps de Betty ne fut retrouvé que quelques heures plus tard, à plus de 3 km de l'endroit où celui de Paul avait été découvert. Elle a elle aussi été tuée de 2 balles, une en pleine tête et une dans le torse. Il y a un détail important qui confirma aux officiers qu'ils recherchaient bien le même tueur. Les balles qui ont été retrouvées sur la scène de crime de Betty et Paul étaient exactement les mêmes ayant été retrouvées sur les précédentes scènes de crime et provenaient donc du même pistolet. Cette fois-ci, les corps n'avaient pas été replacés dans la voiture. Le véhicule de Paul fut même retrouvé à plusieurs kilomètres de la scène de crime. Le shérif et le ranger du Texarkana affirmèrent que les corps montraient des signes de résistance, ce qui laisse à croire que le couple ne se serait pas laissé faire et aurait peut-être même riposté. Cette fois-ci, la police commençait à perdre patience et offrit un montant de 1 700 $ à quiconque pourrait les aider. Encore une fois, tout le monde y allait de son petit témoignage, mais aucun d'entre eux ne menèrent à quoi que ce soit. Pour vous dire, un ministre a même été jusqu'à dénoncer son propre fils, l'accusant d'être le tueur, juste pour récolter l'argent. À quel point il faut vraiment être pourri de l'intérieur pour accuser ton fils, qui est complètement innocent, juste pour récolter de l'argent. Autant vous dire à ce niveau-là que les habitants du Texarkana vivaient un cauchemar absolu. Plus personne n'osait sortir dans les rues une fois la nuit tombée, et tous se barricadaient chez eux en bloquant chaque porte et fenêtre à l'aide de planches de bois. Les armureries étaient complètement dévalisées car tout le monde achetait de quoi se protéger et les radios locales ne cessaient de passer en boucle des messages demandant aux habitants d'être prudents, de rester chez eux et de limiter leurs sorties. Bref, la ville vivait dans un climat de peur et de paranoïa totale. Pour vous dire, tous les habitants étaient persuadés que leur voisin pouvait être le tueur et plus personne n'avait confiance en qui que ce soit. La moitié de la ville avait même déménagé pour aller s'installer le plus loin possible de Texarkana. L'enquête suivit donc son cours et pendant ce temps-là, malheureusement, le meurtrier continua de sévir. Le 3 mai 1946, Walter Virgil Starks, âgé de 37 ans, était tranquillement dans son domicile en train d'écouter la radio lorsqu'il reçut 2 balles en pleine tête. Virgil se trouvait à ce moment-là non loin d'une fenêtre et les coups avaient été tirés depuis l'extérieur. Sa femme Catherine, qui se trouvait dans la chambre à coucher, accourut immédiatement après avoir entendu le bruit de bris de glace et en pensant que son mari avait tout simplement laissé tomber quelque chose. Elle ne s'attendait à aucun moment à ce qu'elle allait découvrir. Elle trouva son mari à moitié mort dans son fauteuil et alors qu'elle se mit à courir jusqu'à la cuisine pour pouvoir appeler la police, elle reçut à son tour une balle en plein visage. Le coup avait été tiré depuis la même fenêtre. La balle traversa sa joue et ressortit par son oreille, et quelques secondes plus tard seulement, un deuxième coup fut tiré. Cette fois-ci, la balle atterrit en dessous de sa lèvre, fracturant sa mâchoire et allant se loger en dessous de sa langue. Elle fut capable de garder conscience et d'atteindre l'arme de son mari qui se trouvait non loin d'elle dans le salon. Le tueur s'était pendant ce temps-là réfugié à l'arrière de la maison et essayait d'entrer dans la propriété. Catherine se rendit immédiatement compte de cela. Elle traversa la maison en courant et s'enfuit par la porte d'entrée pour se rendre chez sa sœur et son beau-frère qui vivaient littéralement sur le trottoir d'en face. Malheureusement pour elle, le couple ne se trouvait pas chez eux à ce moment-là. Elle eut donc à courir jusqu'à la maison la plus proche. Elle laissa derrière elle une longue traînée de sang sur la route ainsi que des dents qui tombaient petit à petit de sa mâchoire complètement fracturée. Elle frappa à la porte de son voisin qui lui ouvrit et la seule chose qu'elle fut capable de dire fut « Virgile est mort » avant de s'évanouir. Elle fut immédiatement emmenée à l'hôpital et par miracle se remit complètement de ses blessures.
À ce moment-là, la police comprit qu'il n'était absolument pas possible de laisser cela se reproduire une fois de plus et mit des patrouilles dans absolument chaque recoin de Texarkana. Chaque centimètre carré de la ville était surveillé 24 heures sur 24. Cependant, en 1948, la disparition de la jeune Virginia Carpenter, âgée de 21 ans, fit énormément parler et ramena le sujet du tueur fantôme sur le tapis. Elle fut aperçue pour la dernière fois par un chauffeur de taxi le 1er juin aux alentours de 21h30 et ne fut jamais retrouvée après cela. Les habitants de Texarkana se remirent à vivre dans la peur la plus totale et ne pensaient qu'à une chose, qui serait la prochaine victime et quand aurait lieu le prochain crime. Cependant, le tueur fantôme ne fit plus jamais parler de lui. Il fut suspecté que l'homme derrière les meurtres se trouvait être Ewell Sweeney, un petit criminel qui avait déjà été arrêté pour agression et vol de voiture. C'est sa femme qui contacta la police car elle le suspectait d'être le tueur fantôme, mais elle revint immédiatement sur ses déclarations et refusa de témoigner contre lui. Par manque de preuves concrètes, il ne fut jamais accusé, mais reste encore aujourd'hui le principal suspect dans cette affaire. Un film portant le nom de The Town That Dreaded Sundown, sorti en 1976, et un remake de ce film est d'ailleurs sorti en 2014, ainsi qu'un livre appelé Le Tueur Fantôme, sorti la même année. Voici qui conclut notre première série de vidéos spéciales Halloween. J'espère que ce format vous a plu, car préparez-vous, il y en a 3 autres qui arrivent. Si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être au courant de la publication de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!